Regard sur Saint-Pamphile. Une présentation de Desjardins, Caisse du Sud et des Hautes-Terres de Saint-Pamphile. Desjardins est fier de participer à la vitalité économique de Saint-Pamphile. Desjardins vous offre ses nouveaux guichets tactiles. Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveaux guichets. Dans le cadre de la série Regard sur nos municipalités, nous découvrirons aujourd'hui Saint-Pamphile. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Saint-Pamphile historiquement un peu avant ça et sous votre règne. Oh, bon, mais là, ce ne sera sûrement pas sous mon règne. Je vais vous parler du tout début de Saint-Pamphile. Oui. On sait très bien que la colonisation, ça se faisait à partir du fleuve Saint-Laurent. Parce que dans les années 1850-60, l'autoroute 20 n'existait pas. C'était le fleuve Saint-Laurent qui était l'autoroute. Donc, le premier geste qui a été posé, ça a été de scinder les seigneuries des Aunais et de Saint-Jean-Port-Joli par la route Elgin, qui part sur le bord du fleuve et qui se rend jusqu'ici. Et ça a donné naissance à une municipalité éventuellement qui s'est appelée municipalité de Saint-Jean et de Saint-Roch, si je me souviens bien. C'était en réalité sur le territoire de Sainte-Perpétue-Saint-Pamphile. OK. Le premier colon est arrivé à Saint-Pamphile, M. Frédéric Vaillancourt, en 1859. Il venait de Saint-Aubert. Okay. C'était quelqu'un de Saint-Aubert qui avait décidé de venir ici pour s'installer. Et là, l'année suivante, son frère est arrivé, puis ça a continué à progresser. Ce fut le début de la belle histoire de Saint-Pamphile. Tout à fait. Et là, avec les années, au mois de septembre 1887, il y a eu ils ont scindé la paroisse qui était existante avant, la municipalité qui était existante avant, en deux, pour faire et Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Et les lettres patentes et l'autonomie de ces deux places-là a été réalisée le 5 mars 88. OK. Et si on regarde Saint-Pamphile, parce que tu as des milieux qui c'est plus agriculture, Saint-Pamphile, c'est définitivement forêt. Présentement, c'est peut-être plus forêt qu'agriculture. Que ça a déjà été? OK. Parce qu'au tout début, quand on parle de colonisation, c'était par l'agriculture. Hein? Au départ, oui. Parce qu'à ce temps-là, je lisais comment les concessions étaient octroyées. Et la façon dont ça procédait, c'est que le gouvernement ou le milieu donnait une concession à une personne. Et cette personne-là avait 1 mois pour y aller, pour prendre possession. Et après coup, sur une période de 4 ans, il devait défricher le territoire, construire une maison d'au moins 20 par 18. OK. C'est des pieds, là, pas... Oui, okay. Et cultiver 4 hectares de façon à être capable de rester sur ce lieu-là. Et d'en vivre. Et d'en vivre. Et quand il avait réalisé ces éléments-là, il devenait propriétaire de la concession. Donc, on peut voir que déjà, à ce temps-là, le gouvernement avait encore le bras assez long. On ne donnait pas ça comme ça automatiquement, là. Non, il fallait qu'il gagne. Hein, parce que j'imagine aussi que sur une période de 4 ans, là, être capable de réaliser ce qu'il y avait là, c'était quelque chose. Ça prenait des bons bras, une bonne tête. Oui, puis ça prenait aussi, je pense, un accompagnement, parce que les femmes qui sont venues ici, puis qui ont aussi mis la main à la pâte, pas juste un peu, et puis en plus, qui à ce temps-là avait des maternités qui tournaient presque annuellement. La relève était là en tabarnouche. Donc, je pense que tout le monde devait y contribuer vraiment de façon importante pour être capable de réaliser ça. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Renal. Je suis très content que vous nous receviez ici dans la belle église de Saint-Pamphile. Ça me fait plaisir. Qui a toute une histoire, et je sais que vous allez nous en parler. Vous n'étiez pas là en 1880. Pas supposé. Mais vous avez beaucoup lu. Vous avez une bonne mémoire. J'aimerais que vous nous parliez de la fabrique de Saint-Pamphile. Alors, la fabrique de Saint-Pamphile,
Pour la construction ou la fabrique seulement, là? Les deux. Les deux, bon. Alors, la construction a été demandée en premier en 1869, quand il y avait 204 paroissiens, pour avoir une sacristie, au moins. Et cette sacristie-là est devenue le presbytère lorsque l'Église a été construite. Et après, bien, c'est devenu la maison de M. Delphis-Pelletier, qui était bédot et qui gagnait 4 $ par année. Au tabarnouche. Au début. Et en 1876, les paroissiens ils étaient tannés d'aller à Sainte-Perpétue, ils trouvaient ça trop loin. Alors, ils ont demandé d'avoir une église. Et on a commencé, avec l'autorisation de Mgr Taschereau, d'avoir une église qui s'est terminée en 1880. Mais ce n'était pas l'église qu'on voit en ce moment. C'est ça que je ne peux pas dire, parce qu'en 1880, il ne devait pas avoir beaucoup de monde. Je trouvais ça gros un peu, moi, là. Ah, bien, c'était rendu à 800 paroissiens. Mais il n'y avait pas... en 1903, on a commencé à faire les transepts. Et les transepts, c'est avec les autels, la Vierge puis Saint-Joseph. Et puis en 1918, on a ajouté 11 pieds chaque bord pour 82 bancs de places bancs et en haut des jubés pour 72 places de bancs. Alors, ça peut dire trois modifications à l'Église pour pouvoir avoir ce qu'on a en ce moment. Mais quand on regarde, je regarde l'autel, je regarde les sculptures qu'il y a là, ça date de quand et c'est donc bien beau. Qui a tout fait ça? Ça a été fait par un sculpteur de l'Île-Sud, de Sainte-Félicité, mais qui demeurait à Saint-Jean dans le temps, M. Clermont-Gagnon. Et c'est depuis 1979 et en 1990 qu'il a réalisé vous avez les fonds baptismaux, vous avez les chaises pour les célébrants, vous avez l'autel et... la chaire? Oui, bien la chaire, c'est ça. Et vous avez aussi pour Serge Pascal, toutes des réalisations par le même sculpteur. Et vous êtes gâtés, vous avez un orgue Casavant. L'orgue, c'est depuis 1969 que M. le curé, Thomas Bélanger, a acheté ça de la fabrique de Saint-Onde-de-la-Pocatière. Ça a coûté 5 000 $ et 5 000 $ pour l'installer. Alors, nous avons un monsieur qui est octogénaire qui nous permet d'entendre un peu de musique après-midi. Et c'est tout... il y a 7 tubes au centre, mais il y a en arrière beaucoup de tubes de cuivre et de bois. OK. Et on peut dire qu'il y a 12 jeux. Et 2 claviers, plus un clavier au pied pour les basses. Mais avant ça, on avait un orgue ordinaire, pas de tuyau. Et puis au début, Madame Vaillancourt, qui était la femme de M. Gédéon Vaillancourt, elle avait un harmonium. OK, oui. Et son petit-fils nous l'a offert. Elle est aux côtés de l'orgue en haut. Elle est toute de beauté. Je ne sais pas si à un moment donné, vous pourriez peut-être la prendre. Mais qui nous a dit, bien, si un jour vous voulez vous en débarrasser, bien dites-moi là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre, j'espère. Ah, oui. Parce que Casavant, c'est quand même de réputation internationale. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il arrive à l'occasion d'avoir des concerts ici? C'est arrivé, oui, mais les gens comme Guy Bélanger, oui. Il nous fait des concerts ici. On a eu des chorales, le chœur de Grand-Bois, avec Caron, Marc-André Caron. Et on a eu des concerts aussi des gens de Belgique il y a 2 ans, des petits qui faisaient le tour de la province, là. Donc, à ce moment-là, Casavant, l'orgue se fait aller, là. Oui, c'est des spécialistes. Oui. Puis on a un gars natif de Saint-Pamphile, Alain Gagnon, qui, lui, a étudié beaucoup là-dedans. Puis quand il vient ici pour une fête quelconque, une cérémonie, ça bouge en haut. Ça bouge en haut, il y a de la musique. Oui. Bon, Saint-Pamphile, est-ce qu'il y a eu des anecdotes, est-ce qu'il y a des faits, des moments historiques joyeux ou encore des moments historiques parce que ça arrive à l'occasion qu'on ait des catastrophes ou des désastres? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites ici à Saint-Pamphile?
À Saint-Pamphile ou à l'Église? À l'Église. Est-ce que l'Église a été témoin? Oui. Bien, premièrement, lorsque les gens ont voulu avoir l'Église, puis le presbytère, la chapelle, pardon, il y a eu 3 familles qui ont proposé des endroits. Alors, soit sur la côte des Bourguignons, soit au Randouble, une couple de kilomètres d'ici. Puis ici, on appelait ça le coin de la Grosse Roche. OK. Et Monseigneur Tachereau a envoyé un prêtre de Saint-Roch venir étudier ça, puis calmer le monde un peu, parce que ça commençait à gronder. Et il a choisi l'endroit de la Grosse Roche pour faire la sacristie, qui est devenue plus tard une sacristie en 1886, mais plus tard a été améliorée en 1903. Et aussi, bien aujourd'hui, la sacristie est devenue une chapelle. Et ça a été fait en 2003. OK. Mais il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'accident malheureux puis tout ça. Il n'y a rien qui m'a été signalé dans ce sens-là. Là. Donc, vous êtes des gens heureux, des gens pas de problème. Bien, il faut dire ça. Il y a quand même des problèmes, mais oui. La population est très collaboratrice. Excellent. Très généreuse. Aujourd'hui, nous avons découvert le volet historique de Saint-Pamphile. La semaine prochaine, on va découvrir le volet industriel et commercial de cette belle municipalité très dynamique. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pamphile et du garage Yvon Vaillancourt de Saint-Pamphile. Regard sur Saint-Pamphile, une présentation de Desjardins, Caisse du Sud et des Hautes-Terres de Saint-Pamphile.